Je m'appelle Amandine Gay, je suis réalisatrice de films, autrice, activiste. Mes sujets de prédilection sont les questions de justice reproductive, les questions qui ont trait à l'afroféminisme et aux enjeux de race, classe, genre, pour faire vite dans les sociétés occidentales contemporaines. Souvent, quand on appartient à une minorité, on nous appelle pour venir produire des témoignages. Et les témoignages, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'agentivité. Donc, quand on est appelé juste comme témoin, on n'est pas vraiment dans la construction de la narration. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, dans la réalisation de films, etc., c'est de pouvoir justement reprendre le pouvoir sur sa propre histoire. Un des slogans féministes très connus, classiques, c'est « le privé est politique » ou « personal is political ». Et moi, je trouve que c'est vraiment une façon de partager son récit de vie, c'est-à-dire de s'éloigner aussi de la question peut-être désincarnée de la théorie, puisque c'est vrai qu'Une poupée en chocolat, mon livre, c'est un livre qui est très théorique en termes de sociologie, d'études féministes, d'études queer, etc., de plein de sujets qui traversent le livre. Mais je trouve que c'est plus facile de rentrer dans ces sujets qui peuvent apparaître complexes quand en fait on partage des anecdotes de vie, quand on explique pourquoi est-ce qu'on en arrive à penser comme on pense. Et donc du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir fait un essai autobiographique. Là, le livre sur lequel moi je travaille en ce moment, c'est sur la suprématie blanche comme régime politique, mais je voulais faire un livre illustré. Donc si j'avais su dessiner, j'aurais fait vraiment une bande dessinée, comme Lila Quintero Weaver, parce que ça c'est une bande dessinée aussi autobiographique, mais je ne sais pas dessiner, donc je ne peux pas faire ça. Et donc j'ai commencé à me dire, est-ce que je pourrais plutôt peut-être collaborer avec des artistes que j'apprécie, qui pourraient me faire des illustrations par rapport aux grandes thématiques abordées dans le livre. Et ça, c'est une inspiration que j'ai prise donc chez Sophie Calle et avec son projet donc Prenez soin de vous, puisque l'idée de Prenez soin de vous, c'est qu'elle reçoit un email de rupture qui se termine par Prenez soin de vous. Et donc, elle demande à 107 femmes, artistes, performeuses, etc., de produire une analyse, une chanson, ce qu'elles veulent en fait, par rapport à cette lettre de rupture. Et donc, ça donne le projet Prenez soin de vous, qui du coup est autant une installation qu'un livre, etc. Et donc, moi, je m'oriente plutôt vers ça, c'est-à-dire quelque chose une curation, mais quand même pour un essai autobiographique sur la suprématie blanche, mais avec des illustrations, des images. L'importance des résidences en général, et surtout quand on ne vient pas de milieux privilégiés, de familles d'artistes, de familles où il y a des maisons de campagne dans notre entourage, etc., c'est hyper important d'avoir accès à des résidences. On ne se rend pas compte en fait, mais il y a plein de personnes pour qui l'écriture, c'est vraiment un challenge, juste d'avoir une chambre à soi, de se trouver un espace où on peut travailler en fait. Pour les femmes, c'est pas facile, pour les noirs, c'est pas facile. En fait, pour toutes les personnes minoritaires, et encore une fois, qui viennent pas d'un milieu assez bourgeois pour pouvoir utiliser leur réseau pour aller faire des résidences d'écriture dans leur entourage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Jeter les bases d'une réflexion qui historicise et politise les transferts d'enfants et les politiques familiales de la France est la condition sine qua non pour révéler le pouvoir qui est exercé d'abord sur les femmes esclavisées ou indigènes et leurs enfants métis, ensuite sur les femmes pauvres ou racisées du Sud et du Nord global et leurs enfants. Les puissances colonisatrices ne s'y sont pas trompées, en investissant la question de l'enfance dès le XVIIe siècle. Insister sur le rôle de l'État dans la mise en place d'une politique de la famille permet ainsi d'inscrire l'adoption transnationale ou transraciale dans la logique universaliste et assimilationniste développée dans le cadre de l'histoire coloniale française. Les adoptées transraciales ou transnationales n'ont donc aucune gratitude à avoir envers leur famille et encore moins envers l'État français. Pour que nous intégrions vos familles, il a fallu que notre droit à devenir des adultes avec un passé, une histoire, une culture et une généalogie soient bafoués. Nous sommes les témoins vivants des péchés de vos ancêtres, de leur complaisance et de leur absence d'empathie pour celles et ceux qui nous ressemblent. Le travail n'a pas été fait de regarder ensemble cette histoire, de nous pencher sur l'abîme de la déshumanisation et du pillage et sur leurs conséquences, ici et là-bas. Pourtant, je le sais, et vous le savez aussi, je ne serais pas ici, née d'une Marocaine sans papier et d'un Martiniquais inconnu, si vos ancêtres n'étaient pas venus semer le chaos et la destruction chez les miennes. Je n'aurais jamais atterri dans une famille blanche française de la campagne lyonnaise. Ce pays nous doit beaucoup, nos familles doivent beaucoup à son histoire génocidaire, esclavagiste et coloniale. Ma mère l'avait bien compris qui rembarrait les grossières personnes venues la féliciter pour sa bonne action. Dans l'adoption transraciale ou transnationale, la gratitude doit changer de camp.